Les Instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h et je suis ravie de vous retrouver ce soir après un long week-end. On est lundi aujourd'hui. On est lundi. C'est le début de la semaine, on est au taquet. Voilà, moi je suis ravie, je suis très fière d'être avec vous pour cette émission qui casse les codes. Alors comme vous le savez, c'est un projet qui me tenait à cœur, dont j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place sur Sud Radio et uniquement sur Sud Radio, cette radio que j'aime tant d'amour, qui est incroyable. Patrick Roger, je l'aime. Et oui, cette radio qui nous a ouvert les portes, tout simplement pour casser les codes, changer un petit peu, avoir une émission un peu nouvelle. Alors cette émission, elle est faite pour faire en sorte que deux mondes qui ne se parlent jamais se rencontrent, pour faire en sorte que les gens qui sont un petit peu déconnectés avec la politique, qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui se dit sur les autres ondes, on va dire, et avec des gens qui n'ont pas l'habitude de parler simplement, eh bien, on les oblige à parler simplement. On reçoit donc des influenceurs tous les soirs ou des personnalités publiques qui vont parler à leur manière aux personnalités politiques et ça les met dans un exercice tout nouveau. Alors on a eu des belles et des mauvaises surprises, n'est-ce pas mon Mathias ? On a eu de très belles surprises. Bon après, en général, ça s'est super bien passé. Ça s'est méga bien passé. Comment ça va Magali ? Ça va très bien. Et toi ? Moi ça va. J'ai fait les courses dans un nouveau magasin ce week-end. Super. Ça s'appelle le Louvre. Tu connais ? Non mais tu sais que c'est très grave ce qui s'est passé au Louvre, Magali Berda. Je me suis inventé un nouveau jingle Mathias, on va l'appeler le jingle Mathias. Je pensais que ça allait faire carton cette vanne. Non, c'était nul. Ah, c'est vrai. Ah, merci. Ah ouais, Max, il est vraiment avec toi. S'il te plaît, Max, mon le réalisateur. Chaque mauvaise blague de Mathias, c'est-à-dire 99%, tu nous mettras ça. Ah merci non, attends, beaucoup. il y en a des biens quand même. Alors ce soir, on fait un grand débat qui passionne sur les réseaux sociaux. Alors je vois des vidéos TikTok de partout à ce sujet. Est-ce que peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025 ? C'est une vraie question. Avec des vidéos qui fusent dans tous les sens sur TikTok, on a une battle incroyable, les pour et les contre. Et ce soir, pour parler de ce sujet, on va recevoir Anas Kazib, qui est porte-parole de Révolution Permanente, qui va débattre avec Emmanuelle Brisson, qu'on voit de plus en plus là dans les médias, ça devient une resta, je ne vous dis pas, qui est présidente du mouvement Vivement Demain. Et alors on va réagir aux propos de notre cher Jean Dujardin qui, on va les écouter d'abord, allons-y, écoutez. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays, entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Alors je suis rétrograde parce que j'aime le pâté ? Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi ? Donc évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. Alors, il faut garder espoir, c'est la colonne des plus. Donc, on va en débattre parce que Jean Dujardin, il a dit un peu ce que pense, il a dit un peu tout haut ce que pense tout bas pas mal de monde. C'est vrai que maintenant, il y a des gens qui ont peur de sortir le drapeau français, qui se font insulter, etc. Et d'autres qui le revendiquent au contraire. Donc, on va débattre de ça. Mathias, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, après, j'ai pas forcément. Moi, je le sors beaucoup pendant la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que maintenant, tu sors ton drapeau français, on dit que t'as un facho, etc. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a certains partis politiques qui l'ont utilisé à, on va dire, des usages un peu personnels, etc. Donc en fait, ça s'est vachement mélangé. Là où les États-Unis, tu te rappelles, on est parti à Los Angeles au mois de juin pour travailler. Alors on est parti à Los Angeles, moi ça m'avait marqué, mais incroyablement marqué à quel point il y avait des drapeaux américains devant chaque maison. Ouais. Tu te rappelles ou pas ? Ouais. On voyait devant chaque maison des drapeaux américains. Ils sont très fiers de leur pays, etc. Voilà, et voilà, on a nos deux invités qui sont là, ça y est. Donc je reçois, bonsoir. Alors on reçoit Anas Kazib qui est porte-parole de Révolution Permanente. Bonsoir Anas. Bonsoir. Et vous allez débattre avec Emmanuelle Brisson qui est présidente du mouvement Vivement Demain. Bonsoir Magali. Bonsoir Emmanuelle. Alors on fait quelques présentations. On va commencer par Anas Kazib. Donc vous êtes un syndicaliste français. Cheminot à la SNCF.
Alors, vous me dites oui ou non, parce que des fois, j'ai sorti des conneries, mais je vous dis pas. Mais Des fois, le Wikipédia, il est pas très bon. après, faut pas m'en vouloir. Voilà. Militant au sein de Sudrail, vous vous êtes fait connaître lors des mobilisations contre la réforme ferroviaire, puis contre la réforme des retraites, devenant l'une des voix les plus médiatisées du secteur. Issu d'un milieu populaire, vous revendiquez une ligne de lutte radicale ancrée dans l'auto-organisation des travailleurs. Vous avez brièvement tenté une candidature à l'élection présidentielle de 2022. Exact. Et avant de vous retirer faute de parrainage. Je me suis pas retiré, mais bon, le système des parrainages des 500 fait que... Vous n'avez pas eu les 500, quoi. On s'arrête au moment où... Vous en avez eu combien ? On a réussi à avoir 160 parrainages. Quand même. Sur presque 7000 maires qui ont été visités quand même. Ce qui est assez énorme. Ah oui. En fait, c'est un système totalement antidémocratique. La question des 500 parrainages, on dit souvent, c'est pour éviter les clowns, etc. C'est pas ça la réalité. C'est que si vous ne faites pas partie d'un gros parti institutionnel qui a pignon sur rue, en fait, la plupart des maires ne parrainent pas. Il faut savoir que c'est plus de 70% des maires qui ne parrainent personne. Parce que l'interco, elle appartient à LR, l'autre interco, elle appartient au PS. Vous comprenez, si je parraine pas Anne Hidalgo, on va m'en vouloir, on va pas me donner les subventions. Moi, j'aimerais bien vous soutenir, vous êtes jeune, etc. Donc, en fait, on se retrouve face à des maires, en fait, qui sont pas encartés du tout. Hein. C'est souvent des... peur aussi de faire confiance parce qu'ils connaissent pas. C'est vrai qu'on voit des... C'est un soutien démocratique en réalité. Le parrainage, est-ce que je considère que vous êtes légitime à pouvoir vous présenter? Après, la personne n'est pas obligée de voter pour vous, comme une personne va parrainer Marine Le Pen ou je sais pas moi, n'importe qui à gauche, sans avoir d'obédience politique vis-à-vis de ça. Mais c'est de considérer est-ce que la candidature est légitime. Beaucoup, on avait eu 300 promesses de parrainage avant la conversion au mois de février. Et le problème, c'est qu'il y a les pressions qui commencent à arriver parce que quand vous êtes dans le Gers, vous parrainez un candidat qui s'appelle Anas Kazib, qui est marxiste. Il y a tout de suite le Canard du coin qui vous sort que le maire de machin, il a parrainé un arabe. Pourquoi t'as parrainé un arabe alors que ici Marine Le Pen a fait 70% aux élections? Donc vous avez des maires qui vous disent, moi je suis gêné, j'aimerais bien vous parrainer, mais désolé, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous pensez que vous n'avez pas été pris au sérieux, ou alors du coup vous n'avez pas eu vos 500 signatures parce que je reprends vos mots, parce que vous êtes arabe, c'est ça? Je pense que déjà la question de l'origine, oui, elle joue. Enfin, je veux dire, citez-moi juste une candidature d'une personne d'origine maghrébine en France dans l'histoire de la Ve République, il n'y en a aucun. Christiane Taubira, elle n'a pas eu les parrainages. Vous imaginez, par exemple, Christiane Taubira qui a été garde des Sceaux et qui est une figure éminemment politique, institutionnelle depuis des décennies. Je veux dire, elle n'a pas réussi à avoir les parrainages. Donc, quand vous dites que des personnes comme Christiane Taubira, je crois il y a eu le président de l'UPR, Asselineau non plus, qui n'avait pas réussi. Et puis, vous voyez comment même pour les Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen, c'est sur les deadlines, quoi. C'est les pressions de la dernière semaine. Donc, vous imaginez bien pour une organisation comme la nôtre qui n'a pas des députés, des sénateurs, etc. Face à une ribambelle en fait de secteurs qui sont profondément gérés par LR et le Parti Socialiste, c'est eux qui gèrent la France, les régions, les départements, etc. C'est une pression terrible. Je vous raconte juste une micro-histoire. Une mère qui avait promis son parrainage et qui, moi, je l'avais eu en pleurs, d'accord. Elle m'avait dit, écoutez, je vais reculer parce que j'attends 8 000 € pour mettre un chapiteau, un cirque dans ma commune, etc. Elle m'a dit, on m'a mis des pressions, on m'a dit de pas parrainer parce que sinon, j'aurais pas les subventions. Elle me dit, je suis désolé pour 8 000 €, mais malheureusement, dans mon coin, il n'y a pas d'activité pour la jeunesse, etc. Je peux pas me permettre. Je lui ai dit, écoutez, il y a pas de... Mais pour vous dire parfois jusqu'où ça va malheureusement. Il y a eu des pressions. Alors, on va recevoir en face de vous, Anas, Emmanuel Brisson. Alors, Emmanuel Brisson, que je présente du coup, merci d'être venu. Merci pour votre invitation. Vous êtes une jeune militante du parti Les Républicains. Alors, pareil, si je dis des conneries, ne m'en voulez pas. Mais jusque-là, ça va. Je fais de mieux en mieux. Je vous assure, je deviens de meilleure de soir en soir. Ouais, c'est vrai. Je prends des cours, c'est sympa. Alors, vous êtes la fille du sénateur Max Brisson. Oui. Vous avez mené des études littéraires, puis un master en stratégie et décision publique et politique, puis un master en journalisme. Vous avez été candidate aux élections législatives 2024 des Pyrénées-Atlantiques sous l'étiquette LR. Vous êtes engagée pour renouveler les cadres du parti et défendre la voix des jeunes militants. Tout à fait. Ça va ? C'est parfait. Ok. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en politique ?
Déjà, ça aide d'avoir grandi dans un univers politique. Je ne vais pas vous le cacher. Très tôt, moi, j'ai suivi mon père qui était à l'époque un élu local. Donc, j'ai pu voir le travail d'un élu, les convictions, mais aussi les sacrifices. Parce que je le voyais pas beaucoup, je vais pas me plaindre. J'ai eu l'opportunité de beaucoup lire, d'avoir des choses que d'autres enfants n'ont pas à cet âge-là. Mais quand on grandit dans un tel environnement, on a deux choix. Soit on fait un rejet total de la politique, ce qui est arrivé à ma grande sœur, qui ne voulait pas du tout entendre parler politique, soit on a envie de s'engager. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Et à l'âge de 16 ans, parce que c'est l'âge à laquelle on peut prendre une carte dans un parti politique, j'ai décidé d'adhérer à l'UMP à l'époque parce que j'adorais les discours de Nicolas Sarkozy. C'était en 2012. Puis ensuite, aux Républicains, ma famille politique. Alors, restez avec nous. On va revenir sur un sujet qui fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux. Peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025 ? C'est la question du jour. Suite aux propos tenus par Jean Dujardin, qu'on réécoutera juste après ça. Et on va faire un super débat avec Anas et Emmanuel. On revient tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16, nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h, on vit pas dans la même France et ce soir un débat très sympathique. Peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025 ? Alors, on ne pouvait pas passer à côté de ce débat, d'une, parce que on va réécouter dans un instant les propos de Jean Dujardin, et puis de deux, parce que c'est un sujet qui fait tellement parler sur les réseaux sociaux et que notre domaine de prédilection à nous, c'est les réseaux sociaux. On le voit de partout. Voilà, des vidéos pour, des vidéos contre, ça n'arrête pas. Donc, on reçoit ce soir Anas Kazib, qui est porte-parole de Révolution Permanente, qui va débattre avec Emmanuel Brisson, qui est présidente du mouvement Vivement Demain. Et on réécoute tout de suite les propos de Jean Dujardin. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays. Entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Alors je suis rétrograde parce que j'aime le pâté ? Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi ? Donc évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. Alors, avant de parler du sujet en général, je vais vous donner la parole. Alors, honneur aux dames. Emmanuel, que pensez-vous des propos de Jean Dujardin ? Jean Dujardin a entièrement raison. En 2025, malheureusement, quand on dit « j'aime la France », c'est devenu un acte de résistance culturelle. C'est bizarre parce que ce qui devrait être un sentiment qui est naturel, un sentiment qui est partagé par tous, est maintenant suspect. Dès qu'on parle de l'amour de la France, dès qu'on dit qu'on est attaché à nos paysages, qu'on est attaché à notre histoire, à notre langue, on est tout de suite soit nationaliste, soit réactionnaire, soit facho. Moi, je trouve pas ça normal, je trouve ça très absurde. Et en fait, j'ai envie de poser une question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas chérir ce qu'on a reçu, ce qu'on a perçu et ce qu'on a tous en commun ? Parce qu'on est tous français. Donc on devrait aimer notre pays et ne pas avoir peur de le dire. Et vous, Anas ? Sur la polémique autour de Jean Dujardin, moi je pense que c'est une véritable connerie ce qu'il raconte. Il y a personne qui pense une seule seconde qu'aimer le pâté ou la bouillabaisse ou je ne sais quoi, ça fait de vous un facho. Enfin, je veux dire, c'est pas. J'ai jamais entendu qui que ce soit vous dire j'adore les gorges du Verdon, on dira sale raciste. Ça n'existe pas. La réalité, c'est que moi je pense que Jean Dujardin, déjà il est rattrapé par le tollé qu'a pris son spectacle au moment de la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby en France, où il a voulu essayer de faire un scénario autour d'une France qui n'existe pas. Je veux dire, on a mis en noir et blanc des moustachus avec un béret et une baguette en faisant croire que c'était ça la France, etc. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il y a personne qui pense une seule seconde ce qu'il dit. Par contre, oui, il y a des personnes qui sont en colère vis-à-vis de la politique du gouvernement français, des gouvernements même précédents, qui pour eux, en fait, c'est pas la question du pâté ou du littoral français qui est au cœur, mais c'est la question des inégalités sociales et autres. C'est qu'est-ce qu'on met aussi dans la question de la France, parce que moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir que les personnes qui veulent s'approprier
plus que qui que ce soit le pays et autres. En réalité, ils ne connaissent pas déjà la France. Mais la baguette, le béret, tout ça, c'est un peu notre histoire, c'est un peu la France. Mais je sais pas si ça fait, je sais pas ce que ça veut dire faire partie de notre histoire. C'est des éléments culinaires, c'est des éléments gastronomiques. Je vois pas en fait en quoi, en fait il y a un problème. Pour moi, il y a aucun problème à ça. Alors je comprends pas le dédain que vous avez envers ce spectacle-là, alors que lors des Jeux Olympiques, on a eu un spectacle qui était plutôt woke, moderne. Vous allez me dire, à mon avis, vous n'allez pas le critiquer. Alors pourquoi est-ce que vous critiquez la France du pâté, de la baguette et du béret, et pas la France du monde woke avec voilà des transsexuels partout, des drapeaux LGBT et autres, et ça vous ne le critiquez pas, et vous dites même que c'est la France. Parce que la France, c'est tout. En fait, pour moi, il y a une identité commune. La France, c'est tout dans son ensemble. Donc, on ne peut pas critiquer l'un et pas l'autre. Pour moi, voilà, tout le monde est français et on a une vraie identité. Et j'ai l'impression que là, il y a quoi qui a été représenté dans la Coupe du Monde de rugby, dans sa cérémonie exactement ? Elle ressemble à quelle France ? Mais c'était un magnifique spectacle. Enfin, Jean Dujardin, c'est un des plus bels acteurs français, vous le savez très bien. Oui, mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est que dans la phrase de Jean Dujardin, la question, elle est qu'au fond de ce qu'il dit, c'est parce qu'il sait très bien qu'il a vu un spectacle qui était un spectacle avec des relents un peu réac. Je dirais pas, moi, que c'était raciste ni quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est réac. Je veux dire, en 2025, de faire un spectacle dans lequel vous effacez de la mémoire collective, en fait, ce qu'est la vie de la France aujourd'hui, et qu'en réalité vous êtes en train de romancer une situation française du passé, et que la réalité c'est que même si on prend même la France des années 20, des années 30, je veux dire les classes populaires qui ont souffert, les gens dans les mines, on parle jamais en fait de la France des insurgés de Saint-Domingue, on parle jamais de la France des mutins de la Première Guerre mondiale. Ça intéresse pas ça. C'est-à-dire que la France c'est sous l'œil des bourgeois, c'est Napoléon Bonaparte, c'est les rois de France, c'est ça la France. C'est jamais la colonisation, c'est jamais les mutins de la Première Guerre, c'est jamais Saint-Domingue, c'est jamais mai 68, c'est jamais les grandes grèves de 36, c'est jamais ça. C'est systématiquement Napoléon Bonaparte, le béret, le pâté. Mais moi je pense qu'il y a personne, en tout cas autour de moi, et moi le premier, qui considérons quelqu'un. Moi il y a beaucoup de choses de la gastronomie française que j'aime bien, mais je veux dire le sujet il n'est pas là. Il vient dans un JT où il y a une crise sociale et politique profonde en France, où en fait les gens ils sont en train de dénoncer le système. Ils sont en train de dénoncer par exemple qu'on va enlever 7 milliards pour l'hôpital public. L'hôpital public il est français. Là ça intéresse pas en fait. La Salpêtrière, la Riboisière et tous les hôpitaux de France, ça intéresse pas. Mais après est-ce qu'on peut reprocher à Jean Dujardin aujourd'hui de venir dans un JT justement et de ne pas parler de toute la crise politique? Mais il est déconnecté. Lui, oui, mais c'est pas son rôle, il est acteur. Mais je veux dire, Magali Berda, vous tapez sur Google Villa Jean Dujardin, il est dans une villa qui vaut des millions d'euros à Saint-Cloud. Je veux dire, il est totalement déconnecté. Qu'est-ce qu'il connaît de la France en fait, en train de dîner avec Georges Clooney et une balade dans le littoral? Il parle à qui exactement en fait? Il parle aux personnes qui prennent le métro, qui galèrent, qui font les 3-8, qui sont à ArcelorMittal, à qui on annonce un plan social. Est-ce qu'il fait partie des personnels hospitaliers qui, dans le budget d'austérité de Sébastien Lecornu, ils viennent d'apprendre qu'on va supprimer 3100 postes de fonctionnaires? Ça, cette France-là, Jean Dujardin, il n'en a rien à taper. Il pense que les gens, ils sont en colère aujourd'hui, ils dénoncent les choses qui se passent dans ce pays uniquement sur le prisme de la culture ou de la gastronomie. Mais très sincèrement, moi, je trouve que c'est un non-sujet. Alors, vous êtes dans la politique, nous, en tant que personnalité, enfin que personne un peu plus classique, lambda, ce qu'on ressent dans ce que dit Jean Dujardin, c'est qu'en fait, il dit que on ne peut plus aujourd'hui dire qu'on aime, tout ce qui représente un peu la France, sans être traité de facho ou de personnalité d'extrême droite, par exemple. Mais qui vous dit ça? Qui vous dit ça, Magali Berda? Non, mais il ne faut pas être sur des sentiments, il faut être sur des choses factuelles. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, la fierté nationale française, elle est beaucoup moins marquée que dans d'autres pays européens. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il y a plein de sondages qui l'ont prouvé. En Allemagne, au Royaume-Uni ou même en Italie, les gens, ils vont afficher fièrement dans la rue, dans leur maison, sur leurs fenêtres, leur drapeau. Même dans des pays de gauche. Parce que là, vous allez me dire, vous parlez de l'Italie, vous parlez de Giorgia Meloni. J'ai pas pris l'exemple des États-Unis exprès. Vous en aviez parlé tout à l'heure, on aurait pu me dire que je suis trumpiste. Donc je vais prendre un pays de gauche, l'Espagne. Vous allez en Espagne, il y a des drapeaux espagnols partout. Vous allez en France, on ne voit pas de drapeau français. Sauf, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, lors d'un match de foot.
Voilà. On sort le drapeau français. Au Maroc aussi, les Marocains, le drapeau est très très important là-bas. Vous avez raison, mais en fait, en France, on va sortir notre drapeau lors des compétitions sportives. Moi, je me réjouis de ça, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est pas tout au long de l'année qu'on ne peut pas sortir notre drapeau. Moi, j'ai juste cette question. Est-ce que vous, par exemple, vous sortiriez le drapeau français à votre fenêtre? Est-ce que vous êtes fier du drapeau français? Parce que vous êtes français. Moi, je suis français, tout à fait. Je suis né à Sarcelles et personne pourra m'enlever que je suis français. On est tous français ici. Mais la réalité, c'est que moi, déjà, je ne porte pas le drapeau français ni aucun autre drapeau parce que je suis marxiste, je suis internationaliste. C'est-à-dire que moi, j'ai un drapeau, c'est le drapeau rouge. Après, je peux comprendre le drapeau français quand il est porté j'allais dans les manifestations du mouvement des Gilets jaunes où les gens s'approprient le drapeau bleu, blanc, rouge dans le sens de la révolution, dans le sens de la lutte contre Emmanuel Macron, etc. Enfin, je veux dire, il y a une symbolique que je peux entendre de la part d'un gilet jaune qui dit Macron démission et qui a le drapeau français. La réalité, c'est que ce drapeau-là, il a aussi un poids politique important dans le passé colonial, dans le passé impérialiste. Vous avez honte d'être français ? J'ai pas honte d'être français. Moi, je sais pas ce que ça veut dire d'avoir. Mais je pense que le Belge, il a pas honte d'être belge, et le Jamaïcain, il a pas honte d'être Jamaïcain. Oui, mais quand vous dites moi, je ne sors pas et je ne porte pas le drapeau français. Je vous ai dit n'importe lequel. Je veux dire, si j'étais américain, je sortirais pas le drapeau américain. Je veux dire, après, c'est mes positions politiques. Moi, je suis internationaliste. Vous savez, il y a une phrase magnifique de Orwell. Il disait. Est-ce que vous pouvez juste, Orwell disait là où il y a la patrie, il y a la guerre. Et moi, je suis tout sauf pour considérer que je suis le meilleur, ma gastronomie est la meilleure, ma culture est la meilleure et tout ce qui est à l'extérieur sont des ennemis à abattre et que en fait moi cocorico il faut que je défende coûte que coûte contre l'italien, le russe, le sénégalais, le marocain, c'est moi le meilleur, c'est moi le français, etc. Je suis contre cette position-là. Moi je considère que mon intérêt c'est un intérêt de classe. Je me sens aussi proche du travailleur américain que du travailleur sénégalais, que du travailleur polonais, belge. Si être français c'est avoir les mêmes intérêts communs que Bernard Arnault et Bolloré, je me sens pas avoir des points communs avec ces personnes-là. Et la preuve étant qu'on peut voir que dans un même pays, que vous ayez une pièce d'identité ne vous garantit pas les mêmes droits, etc., etc. dans la période. Enfin, je veux dire. Vous avez l'impression que les extrêmes, ils ont récupéré le drapeau français ? Est-ce que les extrêmes, enfin déjà l'extrême droite, l'extrême gauche, est-ce que l'extrême droite, pour vous, ils ont récupéré le drapeau français à leur fin ? Pour moi, l'extrême droite, elle essaye c'est normal, c'est sa politique autour qui est une politique nationaliste, une politique patriotique et une politique raciste, en fait, de rejet de l'étranger. C'est complètement différent, nationaliste et patriotique. Pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais juste expliquer que nationaliste, c'est la haine des étrangers et patriotique, c'est l'amour des autres, l'amour des siens. Donc moi, je me sens patriotique, je ne suis pas nationaliste. Il faut arrêter de mettre ces deux mots dans le même sac, c'est très dangereux. C'est faire un amalgame. Enfin, la substance des mots. Non, mais c'est parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent dans votre émission. Et je pense qu'il faut définir l'un et l'autre. Oui, mais la substance des mots, elle est. Restez sur Sud Radio. On revient juste après pour continuer et on vous fera réagir, Emmanuel Brisson, au propos de Anas par rapport au fait justement de dire qu'aujourd'hui on est français, mais on s'identifie pas à Bernard Arnault, etc. J'aimerais vous entendre là-dessus. On revient tout de suite sur Sud Radio. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, un débat ils sont pas du tout d'accord. Peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025 suite aux propos tenus par Jean Dujardin au JT? On les réécoute tout de suite. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays. Entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors je suis rétrograde parce que j'aime le pâté. Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi? Donc évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. Alors, pour débattre sur ce sujet, on reçoit Anas Kazib, qui est porte-parole de Révolution Permanente, qui débat avec Emmanuel Brisson, qui est présidente du mouvement Vivement Demain. Alors,
avant, c'est vrai que nos anciens, on voyait beaucoup, nos anciens mettre le drapeau français, enfin ça posait pas de problème. Aujourd'hui, quand même, et au vu de ce qu'on voit sur TikTok, sur plein de plateformes, il y a de plus en plus de jeunes qui font des vidéos pour dire moi je suis très très fier d'avoir le drapeau français, mais il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas du drapeau français, qui disent que en gros quand on arbore un peu trop le drapeau français, c'est qu'on est automatiquement des fachos. Il y a Thibaut InShape aussi qui fait pas mal de vidéos sur son drapeau français dans sa salle de sport, c'est-à-dire qu'on en vient aujourd'hui à devoir se justifier de pourquoi on pose le drapeau français à côté de nous, on devient limite obligé de se justifier. Est-ce que c'est normal, pas normal? Emmanuel Brisson, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre nos anciens et nous? Je vais vous répondre, mais juste avant, j'aimerais juste rebondir sur Bernard Arnault, parce que moi je trouve ça important de rebondir là-dessus. J'en ai assez en fait que dans notre pays on n'aime pas les riches. En fait, Bernard Arnault, c'est qui? C'est un homme qui donne énormément d'emplois à des milliers de personnes, qui exportent le bien-faire français à l'étranger. Donc moi déjà, je le remercie parce qu'il permet à de nombreuses familles de pouvoir manger. Et en fait, je pense que c'est ça la différence entre la gauche, monsieur, et la droite. Je termine, et après, je sais que vous allez bondir. La grande différence, c'est que la gauche, elle va toujours insister sur tout ce qui nous différencie. Sur les pauvres, les riches. Elle va parler des origines des gens. Elle va parler du culturel, de l'ethnique. Elle va mettre en avant sa religion, sa couleur de peau, tout ça. Alors qu'à droite, qu'on soit catholique, qu'on soit juif, qu'on soit musulman ou qu'on soit athée, en fait, on est avant tout français. C'est ça la différence. Nous, on parle d'identité commune avant de faire valoir ces différences. Et moi, j'en ai assez qu'on insulte constamment les riches en France. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il n'y ait plus de riches dans notre pays? Que le pays s'appauvrisse encore plus? Moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, j'ai envie de l'imiter. Et du coup, je me demande, qu'est-ce qu'il a fait comme études, qu'est-ce qu'il a fait pour entreprendre. Enfin, je suis admirative, je ne suis pas jalouse. Et je pense que c'est une différence entre nous deux, monsieur. C'est une grande différence. Bernard Arnault, il ne nourrit pas des familles, c'est les familles ouvrières qui le nourrissent, d'accord? Il ne fabrique rien du tout. Il est ni vendeur chez Sephora, il fabrique pas un sac Louis Vuitton, il ne fait rien du tout. Il ne sait même pas mettre un rouleau de scotch autour d'un carton et pourtant, c'est l'homme le plus riche de la planète Terre. C'est quand même incroyable. Moi, je dis juste une chose, sortons tous les salariés du groupe LVMH, de l'ensemble des usines, des ateliers, des boutiques et alors, on va il voir... embauche 39 351 personnes en France. En décembre 2023. Il profite d'une richesse qui lui a été donnée pour un franc symbolique à l'époque par François Mitterrand. Il s'était sauvé aux États-Unis où il s'est lancé dans l'immobilier dans les années 80 au moment de l'élection de François Mitterrand en pensant que c'était le communisme qui était arrivé et puis au final il a vu que c'était rien du tout comme communisme et au contraire c'est François Mitterrand, c'est son ami Laurent Fabius qui était dans la même école que Bernard Arnault qui lui a dit viens Bernard ici en France on va te refiler les usines Dior pour un franc symbolique et c'est la social-démocratie qui a fait la richesse de Bernard Arnault et c'est surtout les travailleuses et les travailleurs. Vous pensez que Bernard Arnault, dans toute cette fortune LVMH, il n'a aucun rapport? Il n'a aucun rapport. S'il n'y a pas un seul travailleur. Je vous donne un exemple. Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il était en fuite pendant 1 an. Il était toujours PDG de Renault. Moi, j'ai pas vu une seule voiture de Renault arrêter de sortir. Par contre, sortez tous les ouvriers de Renault des usines, mettez Carlos Ghosn à l'intérieur. On voit combien de scéniques, combien de voitures il est capable de fabriquer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, après, c'est toujours intéressant. Il y a toujours un avocat de Bernard Arnault. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de classe dans la bourgeoisie qui est assez intéressante. Bernard Arnault, vous agoniserez dans la rue, il vous calculerait même pas. Parce qu'il en a rien à taper, en réalité, de ce que les gens peuvent penser de lui. L'essentiel, c'est de le défendre. Et moi, je pense que, au contraire, il ne faut pas de riches. Il faudrait partager la richesse qui est produite par les milliers et les milliers de travailleurs, sinon les millions de travailleurs qu'il y a ici en France. Et qu'au final, Bernard Arnault, mis à part faire de la captation, utiliser le fruit et la sueur du travail. Je vous donne ce qu'avait dit un ouvrier des ateliers à Saint-Ouen. Parce que Louis Vuitton a aussi des ateliers à Saint-Ouen. Il dit, vous imaginez, je fabrique un sac Louis Vuitton qui se vend pièce 2500 € en boutique. Il dit j'en fabrique quasiment une dizaine par mois. Il dit mon salaire n'est même pas capable d'acheter un seul des sacs que je fabrique. Est-ce que c'est normal pour vous, Emmanuel Brisson, qu'un ouvrier de Louis Vuitton qui fabrique 10 sacs qui vont rapporter 25 000 € à Bernard Arnault, il ne touche même pas
1/10 de ce qu'il produit. Est-ce que c'est normal pour vous? Alors que c'est sans lui, sans ses mains, sans son savoir-faire, ce sac-là, il n'existe pas en fait. C'est pas Bernard Arnault qui va le fabriquer. Mais ça vous dépasse. Donc vous considérez que c'est normal que des gens qui se réveillent le matin, qui font les 3-8, gagnent un salaire de misère. Par contre, qu'une personne pèse 200 milliards, ça sert à quoi, Emmanuel Brisson, que quelqu'un ait 50 pièces, 200 salles de bain, 300 chiottes et qu'à côté vous ayez des personnes qui sont SDF, qui galèrent, que vous ayez 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous vous intéressez au drapeau, mais le drapeau français, le drapeau américain, il remplit le frigo de personne. Et ça, c'est une réalité factuelle. Alors, il ne soigne personne. Il n'emploie personne, le drapeau français. Et on va laisser Emmanuel répondre. Juste pour information, Bernard Arnault qui a fait un don de 10 millions d'euros, qui a annoncé un don de 10 millions d'euros en septembre 2023 par la famille Arnaud au Resto du Cœur pour répondre à l'appel lancé. Que vous le disiez, Magali Berda. Mais non, ça s'appelle le mécénat. Ils le font au Téléthon aussi. Il n'y a pas que, monsieur Bernard Arnault. Mais il faut le dire quand même, parce que quand vous dites qu'il regarde les gens, il ne regarde même pas crever. Enfin, faut le dire quand même. Magali Berda, moi, si je donne 10 € à une personne dans la rue, vous n'allez pas le dire à votre antenne. Je trouverais ça très honorable. Mais j'ai pas besoin d'en faire la publicité. Mais est-ce qu'un travailleur comme moi, qui gagne à peu près autour de 2100 € en 3-8, d'accord, en travaillant avec les samedis, dimanches et en faisant parfois 22h, 6h du matin, d'accord, est-ce que moi, qui touche 2100 €, c'est mes 10 € que je peux donner dans une association ou une personne qui est dans le besoin valent moins qu'une personne qui pèse 200 milliards et qui va donner 10 millions, qui va utiliser pour défiscaliser. Moi, je pense qu'il ne faut pas utiliser ça parce que ça sert à ça. Chacun fait avec ses moyens. Mais après, chaque personne qui donne, on peut quand même le dire et le reconnaître. Mais pourquoi il n'augmente pas alors tous les salaires de... Après, c'est un autre sujet. Ça, c'est sa politique d'entreprise. On refera un autre débat. On fera un débat là-dessus sur les salaires. Bernard Arnault. Mais il est obligé de se justifier de donner à chaque fois, c'est ça qui est malheureux. C'est qu'à chaque fois on lui demande pourquoi il donne pas. Non, c'est surtout que tu donnes pas tes critiques. Mais il veut pas payer d'impôts. Il donne 10 millions d'euros pour qu'on en fasse la publicité. Il n'y a pas que vous, Magali Berda, parce que c'est quelque chose qu'on a entendu plein de fois. Je veux dire, le mécénat, c'est une stratégie de management ultra importante qui est connue, qu'on donne au Téléthon, Resto du Cœur, pour dire France Orange a donné, Thales a donné, etc. Ça permet de les faire mousser aussi un petit peu, de faire croire qu'ils s'intéressent au féminisme, au handicap, etc. Mais la réalité, c'est que dès que vous attrapez ces patrons-là sur l'hôpital public, sur la sécurité sociale, sur l'éducation nationale, il n'y a plus personne en fait. Vous avez Bernard Arnault qui vous explique que en France, faudra arrêter de commencer à taxer les patrons, etc. Alors que la réalité, on l'a vu, et c'est un chiffre, je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre antenne il y a quelques semaines, mais c'était ce chiffre de 211 milliards qui ont été donnés d'aide aux entreprises, et à côté, vous avez 7 milliards de moins dans le prochain budget pour la santé. Donc en même temps, on a des personnes qui disent il n'y a pas suffisamment de lits d'hôpitaux, les urgences, elles ferment, etc. C'est la galère pour pouvoir se soigner. Et puis, on trouve normal d'aller donner encore des cadeaux. Il est remonté, on le réinvitera sur les prochains sujets. On fera un débat avec Bernard Arnault. Oui, il va venir. De toute façon, quoi qu'il fasse, Bernard Arnault, ce sera jamais suffisant. C'est pas incohérent. Revenons à Jean Dujardin quand même. Nous, on donne la parole à tout le monde. Parce que pour moi, la question de la France, c'est facile d'utiliser le terme France pour drapeau, pâté, littoral français, gorge du Verdon. Mais la France, des travailleuses, des travailleurs, des gens qui galèrent, des hôpitaux, de l'éducation nationale, elle n'existe pas en fait, elle n'est pas agitée. Je veux dire, moi j'ai été à ArcelorMittal il y a quelques mois, Emmanuel, et j'ai pas vu de personne du Rassemblement national devant ArcelorMittal se plaindre du licenciement d'ouvriers, vous voyez. Emmanuel. Moi, je suis ahurie de tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Vous avez l'impression que Bernard Arnault ne fait rien de ses journées. J'ai pas dit ça. Pourquoi vous caricaturez? Si, vous avez dit. Je vous ai posé une question factuelle. On est 4 autour du plateau. Non, vous pouvez me laisser finir. Oui. On est 4 autour du plateau. Vous réécouterez. Peut-être que vous entendrez ce que vous avez dit. Vous avez dit donc qu'il ne fait rien de ses journées. De toute façon, quoi que fait Bernard Arnault, selon vous, il a tort. Moi, je suis désolée. Le rôle de Bernard Arnault, c'est pas d'être un homme politique. Le rôle de Bernard Arnault, c'est d'être un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il a des salariés. Chaque salarié a une tâche à faire. Ces salariés-là sont contents de faire ce travail parce qu'à la fin du mois, ils ont un salaire. Et voilà, comme chez Sud Radio, en fait. Il y a des journalistes, il y a des chroniqueurs, il y a des programmateurs, chacun son rôle. Il y a des gens qui font la régie, sont très contents à la fin du mois d'avoir un salaire, de nourrir leur famille. Donc il faut arrêter, en France, la gauche, s'il vous plaît, de vouloir
à ce que tout le monde ait le même salaire, que tout le monde fasse le même travail. Je dirais pas non, le même salaire que Magali. Ce n'est pas possible. Non mais ce n'est pas possible, c'est irréalisable. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas eu vos parrainages à la présidentielle. Moi je le comprends. Que le patronat c'est uniquement une chasse gardée pour quelques personnes. Tout le monde ne peut pas pour des personnes qui se donnent les moyens. On va recentrer le sujet sur le drapeau français. Est-ce que c'est facho, pas facho? Juste, je précise quand même pour nos entrepreneurs qui nous suivent et qui me tiennent cher dans mon cœur, c'est vrai que quand on entreprend, on prend aussi beaucoup de risques. Bien sûr. Et il y a beaucoup de risques que vous ne voyez peut-être pas ou que vous voilà. Donc, mais après, attention, moi ma mère, enfin bref, je sais pas d'où je viens, mais je vous assure que je viens d'un milieu très populaire et j'ai aucun souci avec ça. Mais Magali Berda, moi je ne parle pas du boulanger ou de l'épicier qui reste dans son épicerie jusqu'à 6h du matin pour essayer de sortir. Je souhaite à n'importe quel boulanger d'arriver à ouvrir une chaîne de boulangerie de Bernard Arnault à l'artisan charpentier, il y a plus qu'un gouffre en fait, et qu'on peut pas en fait systématiquement aller utiliser le petit boulanger qui galère, le petit parce que ça c'est toujours facile. C'est systématiquement, même dans les grèves, on va aller chercher la petite femme de ménage, etc. pour dire vous le cheminot. C'est des discours qu'on entend beaucoup. Et moi je pense que Bernard Arnault, il fait partie des familles les plus riches de France, comme le groupe Auchan, comme toutes ces familles, la famille Mullier. Ce sont des fortunes historiques depuis des décennies. En tout cas, Magali, Magali, Anas, je suis pas d'accord. La femme d'Anas n'aura jamais un Vuitton. Moi, j'exproprierai. J'ai pas entendu. Vous n'achèterez pas de sac Vuitton. Pas de sac Vuitton à votre femme. Mais la question, elle est pas d'acheter des sacs Vuitton. On redescend un petit peu. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient pour le sujet de ce soir. Peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025? Restez avec nous parce qu'après, on se pose des questions cash direct. Est-ce que c'est facho ou pas facho, Anas? On revient tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h44, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, et alors ce soir on vit pas du tout dans la même France. On reçoit Anas Kazib, porte-parole de Révolution Permanente, qui débat en face d'Emmanuelle Brisson, présidente du mouvement Vivement Demain. Peut-on dire qu'on aime la France sans passer pour un facho en 2025? On a une réaction là sur Instagram. C'est quoi? Pour Emmanuel, aimer la France aujourd'hui, c'est un acte courageux ou un acte politique? Ça devrait être un acte du cœur, je pense. Ça ne devrait pas être courageux d'aimer la France, même si je comprends en effet la peur de certains. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on met un drapeau français à sa fenêtre, on se fait taxer de facho. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient pouvoir dire, voilà, je suis fier d'être français, je suis fière d'être française, mais qui n'osent plus le faire parce qu'ils ont peur qu'on les mette dans des cases. Ils ont peur qu'on leur dise voilà, vous êtes d'extrême droite, parce que c'est un gros mot aujourd'hui, et c'est malheureux. Mais vous savez d'où ça vient? Moi je pense que c'est parce que c'est la gauche et c'est le centre qui depuis de nombreuses années a peur de dire vive la France. Et forcément, quand il y a un vide, qui aujourd'hui parle de la France, qui aujourd'hui parle du drapeau français, c'est le Rassemblement national. Parce que malheureusement, la gauche n'en parle plus, le centre non plus. Chez les Républicains, nous on en parle, mais c'est parfois un petit peu compliqué. Moi je pense qu'on devrait davantage en parler. Moi je suis fière aujourd'hui de dire que je suis patriote. Ce mot est également tabou. Ce mot est un gros mot actuellement. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, tout le monde se sentait français. C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, on affichait le drapeau français à sa fenêtre très facilement. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, mais j'espère qu'il y a une jeunesse qui va se réveiller et j'encourage en tout cas les jeunes à être courageux, pour reprendre vos mots, et afficher le drapeau français. Alors Anas, quand on voit toutes les manifestations qu'il y a eu ces dernières années, c'est vrai que, et c'est ce qui est relevé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a plus de drapeaux français dans les manifs. Il n'y a plus de drapeaux français. Il y a des drapeaux de plein de pays, mais pas le français. Est-ce que vous trouvez ça gênant ou pas, vous? Vous trouvez ça normal ou pas? Déjà, je pense que pour répondre et dialoguer, moi je pense que c'est pas vrai déjà que avant les gens portaient le drapeau français, etc. Et, enfin, je veux dire, allez demander aux Corses s'ils se sentent français, vous allez être reçus. Allez demander. Moi, je suis Corse, et c'est vrai que c'est un débat. Voilà, allez demander aux Bretons, allez demander aux Basques, etc. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est une erreur. Moi, je vais de temps en temps en Espagne et aller à Barcelone, aller en Catalogne. Vous allez me dire combien de drapeaux espagnols vous trouvez dans toute la Catalogne.
Catalogne. Ils ont même un parlement catalan et les députés barcelonais ne parlent pas espagnol, ils parlent pas castillan, ils parlent catalan. Dans toutes leurs interventions. Mais qu'il y ait des identités régionales, c'est normal. Moi, je viens du Pays Basque. Le drapeau français, non, parce que c'est un drapeau qui, pour beaucoup, pour les Bretons, pour les Corses, c'est aussi un drapeau d'oppression, etc. Ce sont des armées, c'est une histoire. Allez demander aux Corses, allez demander aux Bretons. Enfin, je veux dire, ça fait partie de leur identité. Le problème. Pensez-vous aujourd'hui que le drapeau français est un drapeau d'oppression ? C'est un drapeau qui est lié à des oppressions. On peut pas le nier. Je veux dire, quand vous parlez, vous allez demander à un Algérien, vous allez demander à un Sénégalais, un Ivoirien, le drapeau français. Vous allez demander à des Maliens et autres. Enfin, je veux dire, mais on est en France. Moi, je vais pas aller au Mali en disant que le drapeau malien est un drapeau d'oppression. Quand je vais au Mali, je respecte le pays. D'accord. Oui, mais la différence, c'est que la différence, c'est qu'au Mali, vous avez une base militaire française au Mali. Mais si vous avez honte de la France, partez. Mais pourquoi je vais partir ? Parce que vous crachez sur la France depuis le début. Mais je crache sur rien du tout. Je suis désolée. Je crache sur rien du tout. Je vous dis des choses factuelles. Demandez aux Corses de se casser. Alors pourquoi vous dites pas les Corses, cassez-vous ? Vous qui aimez pas la France, les Corses, cassez-vous. Les Bretons qui aimez pas la France, cassez-vous. Pourquoi vous leur dites pas ça ? Parce que la réalité, vous nous parlez des Maliens c'est que depuis vous tout à jouez à l'heure. cache-cache avec votre idéologie et votre politique. Votre politique, en réalité, c'est une politique de droite, d'accord ? Réactionnaire, ok ? En quoi je suis réactionnaire ? Et vous essayez de vous approprier la France, qui, je sais pas ce que vous mettez dans la France, mais dans votre France, vous ne dites pas, par exemple, que vous êtes pour la retraite à 64 ans et même plus. Parce que vous êtes. C'est quoi le rapport avec la fierté d'être français ? Travaillent beaucoup plus. C'est quoi le rapport ? Vous êtes pour que les Français travaillent beaucoup plus. Vous savez que dans vous voulez parler de la retraite ? Je suis calée sur la retraite. Alors on va en parler. Vous êtes tombé sur le mauvais cheval. Alors je peux vous dire que sur la retraite, vous n'avez pas fini. On reste jusqu'à 3h du matin. Après il y a Jacques Messi. Non, mais juste pour terminer mon propos, c'est-à-dire que vous essayez d'utiliser les questions identitaires nationalistes pour cacher un discours qui est minoritaire. Vous faites partie des 6% de Français qui soutenaient la réforme des retraites. De quelle question ? Et ça vous emmerde. De quoi vous m'accusez ? C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où les gens n'en ont rien à taper de vos histoires de drapeaux. Ils sont en train de vous dire on veut manger. Et que vous faites partie des LR, vous faites partie des Rotaillot et de toutes ces personnes-là qui au contraire utilisent la question nationaliste pour cacher tout ça parce que vous n'avez rien à proposer. Laissez répondre Emmanuel à ce que vous dites. Je pose juste une question. Qu'est-ce que vous avez à proposer pour toutes les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, pour l'ensemble des personnes qui sont au chômage ? Allez-y, j'ai posé une question. Je peux parler de la boîte. Allez-y. Excusez-moi, par contre, on essaie de se respecter. Je vous ai pas manqué de respect. Ne me dites pas que j'aboie. Pourquoi j'aboie ? J'ai l'air d'un chien ? J'ai l'air d'un chien ? Waouh. Je peux pas débattre avec des gens comme ça. Je peux pas débattre avec vous non plus. Si vous me dites que j'aboie et que je dois dégager si les Bretons n'aiment pas le drapeau français, je suis désolé. Est-ce que je vous ai dit que vous aboyez ? Laissez répondre Emmanuel, s'il vous plaît. Je peux. Y a pas de problème. Elle peut répondre. Monsieur m'a taxé de poser des questions nationalistes, fachos, identitaires. J'aimerais bien savoir lesquelles. On a tous entendu ici autour de ce plateau de quoi monsieur m'accuse. Ensuite, il m'a dit vous vous cachez derrière le drapeau français pour ne pas parler des vrais sujets. Je suis désolée Magali, c'est vous qui avez fait le thème. C'est votre thème de parler ce soir du drapeau français. Donc moi je réponds tout simplement à vos questions. Je serais honorée d'être invitée. Vous êtes venu parler du pâté. Attendez, mais c'est le thème de Magali. Le thème de l'émission. Non, c'est pas ça le débat. Le thème de l'émission. Je pensais que vous étiez au-dessus un peu d'une compréhension. Attendez, laissez-la finir. Pardon. Anas, vous laissez pas finir Désolé, beaucoup les gens. Il y a beaucoup de choses à dire. Emmanuel, finissez vos arguments. Allez jusqu'au bout de vos arguments. Oui, donc, monsieur dit que je me cache derrière le drapeau français. Visiblement, monsieur m'insulte de facho. C'est quand même malheureux tout ça parce que j'aime la France contrairement à vous. Je suis désolée, mais depuis tout à l'heure, en fait, vous faites tout ce que les Français ne supportent plus. D'accord, ok. C'est-à-dire que vous mettez les Français dans des cases. D'accord. Vous séparez les pauvres des riches. Vous séparez. Mais vous avez fait ça, madame. Bon, je peux pas parler. Attendez, vous avez fait ça. Anas, mais vous avez fait ça. Vous avez dit que Bernard Arnault, un homme, il fait vivre 36 000 familles. Vous avez pas honte. Vous avez craché à la gueule de 36 000 familles. Vous les avez réduits à des merdes qui ne vivent grâce à un homme. Vous les avez sur ce plateau, s'il vous plaît. Dire qu'un homme, il fait vivre 36 000 familles. Vous avez pas honte. 36 000 personnes qui vivent, qui se réveillent le matin. Anas, on va mettre un temps de parole. Ça suffit, la cloche. Elle est où la cloche ? Quand il y a la cloche, c'est fini. S'il vous plaît. C'est dans les grandes gueules, ça. Oui, mais en fait, on l'a inventé, mais ils l'ont repris. Il faut que chacun arrive à aller jusqu'au bout de ses arguments pour que le débat soit constructif. Et en fait, c'est vrai que vous êtes très nerveux.
Non, Non, vraiment, ça va. je vous jure, vous êtes très nerveux. C'est vrai? Ah, ça va? Mais ça va. Ah, mais non, non. j'aime pas Et- juste qu'on me traite de chien et qu'on me dise dégage. Non, mais Moi, vous je avez suis pas pas, traité je de traite chien, pas les c'est gens pas- de chiennes. Je dis pas que Emmanuel Brisson est une chienne. Ah, je dis j'espère pas bien, qu'elle encore aboie. heureux. Bah non. Bah elle l'a dit par mais non, par elle vous a contre, pas Magali. dit que vous êtes un Bah, chien. si j'aboie, je sais pas. Moi, je connais pas Aboyer, d'être humain c'est- qui aboie. Bon, Emmanuel, allez jusqu'au bout si vous voulez terminer vos arguments sur. Écoutez, je vais essayer par respect pour les gens qui nous écoutent ce soir. Monsieur parle de la Catalogne qui veut être indépendante, mais pour autant, je suis désolée, la Catalogne fait partie de l'Espagne. C'est selon le dernier référendum, je ne sais pas si vous êtes au courant, et ils ont voté pour rester espagnols. Donc oui, les Espagnols sont fiers d'arborer le drapeau espagnol. Donc de ce que vous avez dit tout à l'heure est complètement faux. Ensuite, vous essayez depuis tout à l'heure de diviser. Je vous ai dit que le drapeau espagnol, vous avez dit qu'il est partout en Il est Espagne. partout. Je vous ai dit allez en Il est Catalogne. partout. Et ne vous trouverez avez pas de drapeau espagnol. vous avez parlé également du drapeau basque. Malheureusement, je suis basque. J'étais candidate aux élections législatives. Je viens de Biarritz. J'ai fait les 25 circos de ma commune. Il y a des drapeaux français également. Donc, on peut être basque et aimer la France, monsieur, d'accord ? Okay. Ensuite, vous nous dites, oui, le drapeau français est oppressant. Il est oppressant pour les populations étrangères. Vous avez cité les Maliens. Je suis désolée, mais quand je vais au Mali, je respecte les coutumes du Mali. Je respecte le drapeau malien. J'estime que quand des personnes étrangères viennent en France, elles respectent la France. Elles respectent le drapeau français, elles respectent son histoire, elles respectent sa langue. Elles essayent, si elles veulent vivre en France, elles s'assimilent, d'accord ? Elles parlent français, elles aiment leur pays. Et c'est ce qu'on vous fait parlez malien quand vous allez au Mali ? en vacances. Oui, vous parlez malien ? Quand je vais au Mali... Quand vous vous installez au Mali, vous connaissez combien de patrons français qui parlent malien, qui parlent soniqué, qui parlent marocain ? demain, j'ai envie- Combien de retraités ? si Moi, je demain, suis de Marrakech. Allez dans la ville, allez au centre, au cœur de Marrakech. Allez visiter tous les riads. Comment ils ont exproprié la totalité des familles marocaines et ce sont que des maisons d'hôtes tenues par des Français. Il y a combien de Français qui parlent marocain ? C'est marrant vous parce les regardez dans les reportages. c'est marrant parce il y a pas longtemps, à 66 gauche, minutes. vous Je mettez- connais aucun Français qui parle marocain. À gauche- Ça vous dérange ? À gauche, quand vous êtes issu de l'immigration, vous aimez beaucoup le mettre en avant. Je vais vous le dire, je l'ai jamais fait sur un plateau. Moi aussi, je suis issu de l'immigration. Ok. Je le mets jamais en avant. Et vous êtes issu de quelle immigration ? Marocaine, comme vous. Ok, très bien. D'accord ? Ok. Marocaine, comme vous. Moi, mon père, il était pas sénateur. Mon père, il est venu avec de la craie sur le torse. Oui, mais on ça, est ça parti n'a le, aucun rapport. on est parti le Alors, chercher. Si vous voulez Mais parler faut pas de mon aller- père, alors, mais si vous faut voulez pas parler aller, de mon père sénateur, je suis très D'accord. fière de son parcours Ok, bah, parce c'est que très ses bien. parents Bah, je vois étaient ça. ouvriers, il a perdu ses parents à Ok. 25 ans et il a D'accord. réussi Et moi, tout mon seul, père à d'accord ? 18. Donc maintenant, si vous voulez partir sur des choses qui sont en dessous de la ceinture, monsieur, on peut y aller. Je suis pas en Je dessous suis de- très fière de mon histoire. D'accord, Et ok. donc, vous Bravo. voulez parler du fait, parce qu'à gauche vous adorez ça, du fait que vous venez de l'immigration. Moi aussi je suis issue de l'immigration, mais je n'en parle jamais. Parce que j'estime que quand on va dans un pays, on s'assimile, on aime son pays. Ça veut dire quoi, s'assimiler ? S'assimiler, Ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que j'avais envie d'être en France. Enfin, moi je suis née en France. Ok. Mais quand on souhaite aller en France... Donc pourquoi vous devez vous assimiler si vous êtes né en France ? Parce que c'est exactement ce que vous dites depuis tout à Non, l'heure. je vous pose une question. C'est vous répétez un discours C'est- creux. c'est assimilé. Vous répétez Non, c'est pas un discours Vous creux. êtes jeune et vous répétez ce que vous entendez de chez Jean Messia et Marine Le Pen. Vous répétez le parcours de votre père. Vous avez aucune identité en réalité. Vous répétez les discours et les parcours des gens. Vous racontez une histoire qui n'existe pas. Donc ça veut dire quoi, s'assimiler ? Après, Vous me disiez Ça depuis veut tout dire à quoi, l'heure que vous s'assimiler venez du Maroc, vous étiez content de dire que vous venez de Moi, je vous ai l'immigration, dit, je viens de etc. Sarcelles. Oui, Je vous ai pas dit, je viens vous du avez Maroc. dit je viens de Marrakech. C'était il y a D'accord. 3 Non, je minutes. vous ai dit, je suis d'origine de Marrakech. Je dis pas que je viens de Marrakech. Écoutez, quand on va en France, quand on a D'accord. envie de vivre dans un pays, on s'assimile. D'accord. C'est-à-dire qu'on apprend sa langue, monsieur, Ok. d'accord ? On aime son Mais est-ce pays. que les Français On qui aime vivent son à l'étranger, drapeau. est-ce qu'ils apprennent On aime les siens. expats, les fameux expats qui font vivre la belle boulangerie Quand on va aux quand ils vont au États-Unis, Thaïlande, quand on va aux quand ils vont au États-Unis, il y a Thaïlande, une immigration qui est les choisie. militaires français Bon, qui vivent en mais c'est Côte pas d'Ivoire, grave. est-ce qu'ils parlent ils parlent ivoirien? Anas, laisse Arrêtez. un peu parler. Oui, mais le on temps de peut, parole. on peut parler, mais il va faut mettre un temps de répondre parole. aussi un Oui, petit je peu aux sais questions. bien, je On sais peut bien. pas dire que les Bah, va au bout gens de ils son doivent argument. apprendre le français, mais quand on vous pose une question et qu'on vous bloque, vous êtes incapable de dire que je oui, peux il n'y a même aucun pas Français qui répondre. parle Anas, laisse-la aller au bout de l'argument, Alors. tu répondras après. C'est pas un débat, ça. Là, voilà, c'est bon. Ok, non, alors les États-Unis ont choisi de faire une immigration qui est contrôlée, qui est choisie. C'est-à-dire que les gens viennent aux États-Unis pour une mission, pour y travailler. Ils y apprennent, ils y apprennent la langue, ça marche très bien. Et ceux qui n'arrivent pas à bosser, ils rentrent chez eux. C'est aussi simple que Allez ça. aux États-Unis, Et ceux qui alors. n'arrivent pas à s'assimiler, c'est-à-dire à apprendre la langue, à s'intégrer à ses coutumes, qui ont un casier judiciaire vierge, parce que aux États-Unis, quand on commet une infraction, on retourne dans son pays. C'est normal. En France, les gens, ils viennent en France,
Ils peuvent commettre toutes les infractions du monde, ils sont sous OQTF, ils sont fichés S, ils rentrent jamais chez eux. Ça, c'est pas normal. Et même quand Nicolas Sarkozy il est condamné, vous faites une manifestation pour empêcher qu'il rentre en prison. C'est incroyable, la France. Bien sûr, et j'irais même mais si vous voulez aller aux États-Unis, allez vivre aux États-Unis. Et prenez les armes et les millions de morts des armes à feu. Je terminerai sur une question avant de rendre l'antenne. Anas, en réponse claire, vous êtes fier d'être français ? Est-ce que je suis fier d'être français ? Oui ou non ? Moi, je suis fier d'être un travailleur ici en France. Est-ce que vous êtes fier d'être français ? Je suis fier de lutter, mais ça veut rien dire en fait. Si, on peut dire qu'on est fier d'être français. Écoutez, Magali Berda, moi je suis désolé. Vous posez une question, je vous dis que la question pour moi, elle n'a aucun sens. Ça veut dire quoi être français ? Si être français, c'est porter le combat des travailleuses et travailleurs de 36, les mutins, etc., l'histoire de Saint-Domingue, les luttes anticoloniales, moi je suis fier de tous ces combats et de toutes ces luttes-là, de 68, de 95, des gilets jaunes, etc. Moi, je porte ce combat-là. Maintenant, c'est pas ce que vous mettez derrière France, je pense, et ce que Emmanuel Brisson ne met pas les mêmes choses. Et je suis pour l'accueil des étrangers, je suis pour même la liberté de circulation et d'installation. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que être français, c'est aussi une carte d'identité et qu'on exclut des milliers, sinon des millions de personnes qui malheureusement, vu qu'ils ne sont pas, je vous n'ont pas ces papiers-là. À tous les deux. Merci Anas Kazib, merci Emmanuel Brisson. Merci pour ce débat mouvementé, et je vous dis à demain soir sur Sud Radio. On se retrouve donc demain à 20h. Tout de suite, vous retrouverez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le metteur en scène et comédien Thomas Ledouarec. À demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.